Alors j'ai le plaisir de recevoir Julien Nereal, PDG de Nereal. Bonjour. 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 Alors rappelez peut-être en quelques mots qui est Nereal. Alors, la société Nereal Informatique est un intégrateur régional qui se positionne sur les marchés de l'intégration et de l'hébergement. Voilà, une implantation historique en Auvergne avec un rayonnement sur l'Auvergne-Rhône-Alpes et sur l'hébergement, une ambition nationale sur la partie hébergement. Alors vous êtes une société de combien de personnes? Alors 45 personnes actuellement. Voilà, pour un chiffre d'affaires de cette année, on espère pouvoir accrocher les 7 millions d'euros, entre 6,5 et 7 millions d'euros. Très bien. Alors vous avez une bonne croissance sur votre activité traditionnelle cette année. Alors qu'est-ce qui tire cette croissance? Alors, la croissance, elle est tirée par les marchés sur lesquels on s'est spécialisé ces dernières années. Sur la partie intégration, on s'est vraiment concentré sur l'infrastructure. Donc il y a une belle croissance qui a été tirée par des projets d'infrastructure plus nombreux et plus conséquents. On a vraiment profité du marché, de la premiumisation de ce marché infrastructure locale. Et en hébergement, nous sommes sur la niche qui est du IaaS, infrastructure as a service, en data center privé. Donc il y a également un marché qui est en forte croissance et qui a bien tiré. Premiumisation, c'est-à-dire? On a fait le choix de suivre notre partenaire historique qui est HPE sur les nouvelles technologies à valeur qui viennent offrir des solutions de PCA et de PRA plus évoluées que les infrastructures classiques avec donc des vraies valeurs ajoutées pour la disponibilité des données pour les clients et la sécurité. Et notre parc client a bien suivi cette stratégie et aucun regret sur les 2 dernières années puisque ça nous a permis de délivrer un service de plus grande qualité et puis de nous développer sur le chiffre d'affaires et les marges également. D'accord. Là, vous avez une grosse actualité, c'est l'obtention de 2 certifications, l'ISO 27001 et HDS. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire dans quelles circonstances, pourquoi, quand? Ouais, c'est un vrai choix stratégique. Pour un intégrateur de notre taille, c'est pas courant. Ces normes, elles imposent de changer toute l'organisation à tous les étages. Donc ça a été un vrai choix stratégique d'entreprise. Donc la norme on est certifié aujourd'hui, Nereal Informatique est certifié sur les métiers de l'hébergement IaaS, infrastructure as a service, et de l'infogérance des systèmes d'exploitation hébergés. Oui. Donc on est vraiment sur un positionnement très précis sur 27001 et sur hébergement de données de santé. Donc ça apporte une garantie sur nos, là aussi dans une logique de premiumisation. Quand on vient sur un hébergeur régional autre que les grands dont on entend parler, on y vient pour des vraies raisons de sécurité, de souveraineté, de maîtrise de la data. Et sans ces certifications, le discours n'était pas cohérent à mes yeux. Et donc on a fait le choix il y a 3 ans de partir à la conquête de ces 2 certifs qu'on a obtenus en début d'année. Voilà, en mars précisément pour HDS, ISO 27001 en janvier et en mars pour HDS. Et donc aujourd'hui c'est vraiment quelque chose qui fait la différence par rapport à nos compétiteurs de la même taille en région et qui tire la croissance aussi actuellement. Alors vous avez fait le choix effectivement finalement de plutôt réduire, de vous concentrer sur certaines activités en réduisant le nombre de fournisseurs et pour privilégier une logique d'écosystème. Alors est-ce que vous pouvez nous dire comment ça se matérialise? Donc j'imagine que les compétences que vous n'avez pas, vous faites appel à des confrères? Oui, c'est en quelque sorte oui. On a pris un peu le contre-pied de ce qui se fait beaucoup. Aujourd'hui, on a une grande tentation dans nos métiers de se diversifier pour aller proposer à nos clients toute la panoplie de ce qu'on est capable de faire. Voilà. Chez Nereal Informatique, on a fait le choix au contraire de se concentrer, d'être les meilleurs sur 3-4 marchés très spécifiques à haute valeur ajoutée et d'aller chercher d'autres experts pour les marchés que l'on n'adresse pas. Alors les autres marchés, on va citer ceux qui sont actuellement, qu'on le vend en poupe en plus sur le salon cette année, la téléphonie, la vidéosurveillance. Voilà, le courant faible qui fait partie des services historiques et la partie print également. Donc effectivement, on va chercher en région des gens qui ont le même ADN que nous, qui ont des approches complémentaires et qui ont des stratégies aussi claires que la nôtre et avec lesquelles on peut avancer avec nos clients sur des approches qui donnent de la satisfaction. D'accord. Alors vous avez, comme beaucoup de vos confrères également, des difficultés à recruter et des difficultés d'approvisionnement. Alors est-ce que ça a un impact sur le business? Ça a un impact sur le chiffre d'affaires.
puisque ce qui fait le chiffre d'affaires, ça reste quand même la distribution. Donc là, on va clôturer vendredi pour ce qui est de la société Nerial. Et on va laisser globalement, nous, presque 10% du chiffre d'affaires qu'on aurait pu facturer, qui va se décaler. Donc ça, c'est pas des bonnes nouvelles. Dans notre stratégie, c'est pas un drame. On n'a pas vraiment d'impératif avec des financiers, des banquiers qui nous demandent des comptes très précis sur la croissance. Mais bon, on est comme tout le monde, on aurait préféré les faire. Alors, vous avez quels sont du coup vos enjeux? Comment vous allez vous adapter? Quels sont vos objectifs pour l'année prochaine, le prochain exercice? L'objectif, le premier enjeu, c'est le recrutement. Il faut qu'on trouve des talents, des gens qui soient dans notre ADN et qui aient de l'expertise. Mais comment faire? Et comment faire? C'est une très bonne question. On va miser sur ce que l'on est, sur nos valeurs, sur notre histoire, sur notre approche. Ce qu'on peut appeler la marque employeur, mais dans une PME, c'est plutôt ce qu'on ressent quand on rentre chez nous. On va miser là-dessus. On a réussi à attirer en 2020 des talents, en 2019 et en 2021, c'est un peu plus compliqué. Il nous reste 3 mois, mais ça aurait été un peu plus compliqué sur le recrutement. Donc on va miser là-dessus. Et puis on va essayer d'innover dans la manière de recruter. Donc moi, ça occupe beaucoup mon esprit et mes journées aujourd'hui sur trouver vraiment des axes pour identifier et attirer des talents. Mais c'est pas simple en ce moment. Alors vous êtes également administrateur du groupement Séquence. Alors un petit mot, je crois que le groupement a beaucoup recruté. Oui, alors le groupement Séquence, effectivement, a lancé un projet il y a maintenant 4 ans qui porte vraiment ses fruits depuis 2 ans avec des recrutements de nouveaux adhérents réguliers. Oui. Donc pour 2021, on va être sur une petite dizaine de recrutements. Donc c'est vraiment une belle performance. Et les perspectives sur 2022 sont excellentes également. Bon, bien, je crois qu'on a fait le tour de votre actualité. Merci beaucoup, Julien. Merci. Et, bon salon. Merci d'être passé. Merci. Au revoir.
J'ai le plaisir de recevoir Bruno Zacon, directeur général d'ARP. Bonjour. Bonjour. Alors rappelez-nous qui est ARP. Alors ARP, je dirige ARP donc depuis 11 ans, c'est une filiale du groupe Bechley. Bechley, l'un des principaux fournisseurs de solutions informatiques au niveau européen. On est positionné sur 14 pays européens. En France, on est représenté avec au travers de 4 marques qui sont assez connues. Alors une qu'on a rachetée, une entreprise qui a été rachetée, qui est venue rejoindre le groupe en 2018, qui est Inmac, que tout le monde connaît. Oui. Il y a aussi Bechley Direct qui est du côté de Strasbourg. Et ARP qui existe depuis 13 ans et qui existe aussi dans plusieurs pays européens, qui est à Antony, donc dans la région parisienne. Oui. Et enfin, on a Bechley Comsoft, SOS Développeur, ex-SOS Développeur, Oui. donc qui est situé aussi à Paris et à Sophia Antipolis. Alors, donc 4 entités voilà. au total. Et vous, votre positionnement ARP? Alors, le positionnement est en train de changer. On a pas mal d'actualités puisqu'on a décidé, d'un point de vue stratégie groupe et adressage du marché français, de rapprocher ARP de Bechley Direct. Donc, on va dire qu'ARP France va devenir là, d'ici fin d'année, Bechley Paris. Donc, on aura Bechley à Strasbourg, Bechley à Paris et toujours Bechley Comsoft dans le sud et toujours Inmac. Voilà. Alors, rappelez-nous, voilà, votre métier à vous, c'est la distribution? Exactement. Distribution, fournisseur de solutions informatiques. On a plusieurs piliers qu'on développe. Tout ce qui est partie workspace, workplace, le poste de travail, les accessoires, les meeting rooms, bien sûr. Toute la partie infrastructure aussi, stockage, serveur, réseau. Grâce à aussi Comsoft, on a la partie software et cloud. Et enfin, on a quelques cartes qui nous est propre, comme la partie HPC, High Performance Computing, et la partie XR, réalité augmentée, réalité virtuelle, qu'on développe fortement actuellement. C'est combien de marques? On travaille avec toutes les marques de la distribution, clairement. Les Dell, les Lenovo, les HP, les Poly, les Cisco. Donc vraiment, on couvre en gros 300 marques. Tous les besoins IT qu'un IT manager peut avoir besoin. On n'adresse que les entreprises. On est B2B. Oui. Et quelle taille d'entreprise? Alors ça dépend si on cumule l'ensemble des filiales. Si je prends Inmac, c'est environ 500 personnes. Bechley Direct, environ 130. Bechley Paris, une trentaine de personnes. Et Comsoft, 80. Donc grosso modo, on va dire qu'on est entre 700 et 800 personnes pour à peu près le même chiffre d'affaires, donc autour de 700-800 millions d'euros de chiffre d'affaires. Avec une croissance record cette année. Alors une très bonne croissance déjà, une très bonne croissance en 2020 malgré le contexte, mais bon, on sait qu'il y a eu des besoins, télétravail et autres. Donc on avait fait une belle croissance déjà l'an dernier et aujourd'hui le cumul, et là je parle principalement de Bechley, donc Bechley Paris et Bechley Strasbourg, on devrait être, même si l'année n'est pas finie, sur 25 à 30% de croissance organique sur la partie chiffre d'affaires, donc c'est pas mal. Alors qu'est-ce qui tire cette croissance? Alors on a plusieurs sujets. Déjà, c'est la façon de nos organisations commerciales, très orientées clients. Là-dessus, on n'est pas très politique, on est très pragmatique. Ça joue énormément. On est dans le B2B. On a fait l'acquisition de nouveaux clients, de nouveaux marchés, notamment sur les marchés publics, sur lesquels on grossit fortement. Il y a aussi la puissance internationale de notre groupe qui nous aide. Pour accompagner les groupes internationaux, ils ont besoin d'harmoniser leurs achats au niveau international. Comme je vous l'ai dit, on est positionné sur le groupe Bechley au niveau Europe, c'est 14 pays. Donc ce qui n'est pas rien, on est un des plus gros en Europe, on pèse 6 milliards. Donc tout ça fait qu'au cumul, on parvient à gagner des parts de marché et à apporter aussi de la qualité bien sûr et du service. Mais alors vous n'êtes pas empêché par les ruptures d'approvisionnement? Alors bien entendu, il y a toujours ce qu'on appelle l'entrée de commande et la facturation. Bien sûr, comme tout le monde, on rencontre des délais. On a réussi à mettre en place quand même une relation de confiance avec certains clients, avec des solutions où on stocke du matériel pour eux, donc de façon anticipée, avec des stocks tournants, ce qui leur permet justement, en travaillant avec nous, on prévoit l'avenir avec eux, tout simplement. Donc ça veut dire que s'ils ont besoin, un client, une PME qui a besoin de 150 postes informatiques en janvier, on les a déjà passés en commande pour eux et stockés dès septembre, et on roule comme ça, en tournant. Alors j'imagine que c'est un service qui est très prisé actuellement. Qui est actuellement très prisé, très prisé. Je vous dis, tous ces services-là, la qualité de service, l'adressage, le conseil et l'impact international est important. Et la dernière chose, c'est la digitalisation des processus d'achat. Et ça, là-dessus, on est plutôt pas mauvais, je dirais. Alors, vous avez plusieurs enjeux pour les prochains mois. Alors, est-ce que vous pouvez en parler? L'un des principaux, c'est, comme je vous l'ai dit, c'est cette fusion entre ARP, donc le site parisien, et le site de... Comment ça va se passer?
C'est simple, hein, on est en train de rapprocher déjà les équipes, donc on n'a pas de dégâts. Hein. L'objectif, c'est que ce rapprochement, tout va bien pour nous. Donc c'est un rapprochement, une opportunité, on va dire. C'est pas un rapprochement du fait qu'il y a une entité qui est plus bancale que l'autre, pas du tout. Les deux sont en croissance, les deux sont rentables. Donc l'objectif, c'est principalement, on va dire, de rapprocher les équipes, qui est plus qu'une seule équipe, mais sur 2 sites. Et on a sans doute des projets d'extension aussi partout sur le territoire national. D'accord. Ça, c'est un des premiers enjeux, voilà. bien sûr. Et donc, alors, on en a d'autres. Après, c'est la digitalisation des processus d'achat. oui. Et puis aussi, continuer à promouvoir notre offre as a service. Puisque aujourd'hui, un nombre important de clients veulent pouvoir moduler leur façon d'acheter, je dirais, le matériel avec un mode en abonnement, sous forme d'abonnement. Donc ça, c'est une offre sur laquelle on commence à avoir de nombreux succès au niveau Europe. Oui. Et on souhaite déployer encore plus cette offre au niveau France. My IT Proc by Bachelor, c'est ça? Ah non, ça c'est on va dire un package all-inclusive qui s'adresse pas forcément à l'IT manager mais plus au procurement manager, donc aux acheteurs, et qui va permettre de, en 5 leviers, on s'engage à augmenter sa performance d'achat IT. Puisque comme vous le savez, un acheteur doit être performant dans sa façon d'acheter, aussi bien au niveau des process qu'au niveau des prix. Et donc on est en train de lancer ça, mais je pourrais vous en dire plus en janvier, pardon. En janvier, c'est voilà. pas tout à fait. Ça va être lancé en janvier. C'est prêt, c'est dans les tuyaux. On veut lancer ça au niveau France en janvier. Merci beaucoup, Bruno. Je vous en prie. Merci d'être passé. Merci, bon salon à vous. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir.
Je reçois Bruno Covin, directeur général adjoint de Monaco Digital. Bonjour. Bonjour. Enchanté. Alors, la première question d'usage, c'est qui est Monaco Digital? Alors, Monaco Digital est une entreprise, une ESN monégasque, basée à Monaco, qui s'est créée à Monaco, développée principalement à Monaco, mais qui a également une présence dans le sud de la France. On y reviendra. Et sur Paris également, une agence qui est ouverte depuis une dizaine d'années. Monaco Digital, c'est aujourd'hui 230 collaborateurs dans différents métiers de l'informatique, du digital, et qui ont vocation à accompagner nos clients dans le développement de leur système d'information. Alors, vous avez un rythme, une dynamique de croissance importante? Alors effectivement, depuis maintenant 4-5 ans, une croissance soutenue, régulière, organique. C'est une volonté. Nous n'avons pas fait de croissance externe particulière. Et en s'appuyant effectivement sur la diversification de nos offres et de nos métiers, puisqu'aujourd'hui nous avons 6 centres de services qui portent chacun une activité spécifique, avec comme objectif et ambition de travailler en synergie pour être un seul et unique interlocuteur auprès de nos clients. Alors on va signaler les derniers métiers qui se sont greffés. Donc alors, on a aujourd'hui une stratégie, mais qui va être plutôt inter-centre de service, qui est bien entendu de développer nos offres cloud et notre stratégie cloud. Donc ça va s'appuyer sur un événement important qui va démarrer sur Monaco. C'est la création d'un opérateur cloud qui va être Monaco Cloud. Nous participons à la création en relation avec le gouvernement princier, puisque nous sommes actionnaires de cet opérateur, qui va nous permettre d'être le premier opérateur cloud européen, souverain, effectivement, c'est le point important, c'est opérateur souverain européen. Et c'est en partie sur ces offres-là, sur cette organisation-là que nous allons nous appuyer pour développer l'ensemble de nos offres de services autour du cloud. Vous avez aussi gagné de l'expertise en cyber et en dématérialisation. Alors, la cyber, c'est également une activité que nous avons démarrée il y a un peu plus de 5 ans. En tant que centre de service. Aujourd'hui, c'est un centre de service qui représente à peu près une trentaine de consultants, organisés plutôt sur le consulting, l'homologation, les audits. Et nous avons décidé sur 2021-2022 de créer une entité spécifique en démarrant une société qui va s'appeler Monaco Cybersécurité et qui aura pour vocation d'être un pur player de la cybersécurité sur Monaco et dans le sud de la France. Voilà. Avec des partenaires en particulier en termes de distribution? En termes de produits, alors c'est plutôt une société de services de cybersécurité. Qui aura audit, mais voilà, il n'y aura pas du tout de... Non, ou très peu. Très peu. L'objectif, c'est vraiment d'accompagner dans le renforcement de la sécurisation des systèmes d'information avec la création d'un SOC et également des services de remédiation. D'accord. La dématérialisation. Alors la dématérialisation, c'est un élément complémentaire dans notre stratégie de transformation digitale des entreprises. Et nous avons jugé qu'effectivement, la partie dématérialisation des flux de documents venait compléter effectivement cette offre. Et c'était une brique nécessaire dans notre offre globale. Donc nous avons créé Monaco Démat, qui aura pour objectif effectivement d'apporter ce service sur Monaco et aux entreprises que nous allons accompagner dans leur transformation digitale. Alors, il y a un projet dont vous êtes fier, apparemment, c'est le projet avec la direction de l'éducation monégasque. Alors effectivement, ça c'est un projet que nous avons gagné en 2021, qui s'est finalisé à la rentrée, qui est en train de se terminer, et qui est très emblématique aujourd'hui de notre capacité à accompagner des organisations comme l'éducation nationale de Monaco, sur des projets numériques importants et de transformation, puisque nous avons effectivement équipé l'ensemble des lycéens d'ordinateurs portables, d'outils numériques associés. Et ce projet a nécessité, en fin de compte, un travail en synergie de nos différentes activités qui ont été le consulting, l'infrastructure, la cybersécurité et le campus qui a également intégré des formations auprès des professeurs et des élèves. C'est combien d'élèves concernés? C'est à peu près 1400 lycéens sur Monaco. D'accord. Alors, comme beaucoup de vos confrères, vous avez des difficultés de recrutement. Alors, comment vous faites pour vous adapter? Ça, effectivement, malgré ces difficultés de recrutement, nous avons quand même embauché depuis début de l'année, à fin septembre, 45 nouveaux collaborateurs en CDI. Donc ça correspond à notre croissance qui se maintient, qui se développe. Mais malgré cela, effectivement, le recrutement est compliqué. Aller chercher les bonnes personnes avec les bonnes compétences qui correspondent aussi à notre ADN et à notre culture d'entreprise, c'est pas simple.
Donc nous avons créé une activité spécifique avec 3 collaborateurs qui sont chargés du recrutement avec un protocole de recherche, de recrutement, de sélection et d'intégration de nos équipes au sein de l'entreprise. Parce que là, c'est combien de collaborateurs qu'il vous faut encore? Alors, jusqu'à la fin de l'année, on pense à atteindre à peu près les 250 collaborateurs sur l'année 2021. Partant de 220. 230 actuellement. Il nous reste 230. encore à peu près 20 postes Ouais. à finaliser d'ici la fin de l'année, sachant qu'on a en permanence à peu près 40 postes ouverts sur l'ensemble de nos activités. Ça, c'est un point important également. Oui. C'est que le recrutement est vraiment uniforme sur l'ensemble de nos activités. D'accord. L'autre sujet du moment, c'est les approvisionnements. Ça, c'est l'approvisionnement matériel. Effectivement, ça correspond, je pense, aux problèmes que rencontrent tous les intégrateurs. Donc, effectivement, c'est un travail de collaboration fort avec les fournisseurs, les grossistes, les constructeurs. Et puis, essayer d'être réactif et de s'adapter un petit peu pour pouvoir être au bon endroit au bon moment. Voilà. Vous ne perdez pas de business? Pour l'instant, non. Pour l'instant, on espère que jusqu'à la fin de l'année, il n'y aura pas d'impact. Mais jusqu'à présent, nos clients continuent à nous faire confiance. Et nous avons réussi effectivement à leur trouver des solutions. Alors, votre développement passe aujourd'hui par le territoire national? Alors, la volonté aujourd'hui, c'est effectivement de pouvoir étendre nos services sur la France avec la création la création d'Avant-Garde Consulting, qui est alors Avant-Garde existe déjà, mais Avant-Garde Consulting va nous permettre de pouvoir porter sur la France des activités de consulting et de pouvoir accompagner les entreprises sur la France sur ces sujets de transformation digitale. Merci beaucoup Bruno Covin. Merci d'être passé. À bientôt. Bonne journée. Vous êtes vraiment des amateurs. Hein. Des amateurs. J'ai le plaisir de recevoir Yves Pellemans, directeur technique d'Axience. C'est ça? C'est bien cela. Bonjour Yves. Bonjour. Alors, la question d'usage. Est-ce que vous pouvez nous présenter Axience, son positionnement et Bien sûr. Donc Axience aujourd'hui en France, ça fait partie du groupe Vinci Énergie. C'est aujourd'hui un métier de transformation digitale sur 5 grands verticaux. On a toute la partie réseau, la partie sécurité, cybersécurité. On va avoir la partie data center et cloud au niveau des architectures. On va avoir la partie digital workspace qui a été soumise à rude épreuve. Et puis une partie qui s'appelle data analytics dans nos métiers. L'ensemble nous permet de faire une transformation assez globale en transformation digitale de nos clients. Alors à rude épreuve, vous parlez des approvisionnements, sans doute. Oui, alors à rude épreuve parce que le digital workspace a été très soumis à beaucoup de demandes pendant la période de confinement, oui. Et qu'aujourd'hui ça continue. On s'est aperçu que c'était un mixte agréable entre guillemets et facile et usuel. Puis 2, effectivement, on a un peu de problème d'approvisionnement qui arrive sur les équipements réseau, compute, d'où une petite tension de fin d'année qu'on attend.
On y revient. Alors, on peut peut-être dire le chiffre d'affaires annuel et l'effectif d'Axians. Bien sûr. Alors, sur la partie IT, on fait Axians en France à peu près 400 millions d'euros, un peu plus que 400 millions d'euros, Oui. et c'est 1600 personnes. C'est 51 sites de présence en France, Oui. qui nous permet d'être un peu présents sur toutes les régions. Notre métier, c'est quand même d'être le plus proche de nos clients et d'aller concevoir des systèmes d'information hybrides, mobiles, agiles, au plus près de nos clients sur des demandes spécifiques. C'est-à-dire, on fait du sur-mesure. Comme dans le digital, les services doivent être sur mesure aussi. C'est une approche de proximité. Une clientèle de grosses PME et de grands comptes. Oui, alors grosse PME, ETI et grands comptes. C'est vrai qu'on va retrouver une bonne mixité, 40% sur la partie grand compte. On va retrouver une vingtaine de pourcents sur la partie publique et un gros vertical sur la partie santé. Voilà, et le reste étant des ETI, effectivement. Alors, quelle est votre dynamique de croissance pour cette année? Alors, on a une dynamique de croissance assez forte parce qu'on cumule à la fois de la croissance organique à de la croissance externe. Comme Oui. vous avez pu le voir ces dernières années, on va démultiplier nos forces dans des domaines sur lesquels on n'était pas beaucoup présent, comme le data analytics. On va renforcer des géographies sur lesquelles on n'est pas assez présent. On estime qu'on n'a pas assez de maillage géographique de proximité. Alors, Et donc c'est une croissance qu'on a aujourd'hui à peu près de 10% par an en cumulant l'ensemble. voilà, 10%, ça c'est votre dynamique de croissance C'est la actuelle. dynamique de croissance qu'on a eue avant la crise, Oui, qu'on reprend là actuellement D'accord. pendant cette crise. Et puis pendant la crise, on est resté très résilient dans le sens où notre chiffre d'affaires a continué à croître, mais de l'ordre de 2-3%. et alors, est-ce qu'il y a des familles de produits ou des activités qui tirent particulièrement cette croissance? Ouais, je crois qu'on a eu deux grands sujets. On a eu le sujet de la cybersécurité, on a vu que c'était devenu très très crucial, et du digital workspace, la transformation où les gens avaient besoin des interfaces, des environnements directement embarqués pour leurs clients. Donc ces deux familles-là ont beaucoup cru. Oui. Aujourd'hui en France, on le voit dans les budgets informatiques des entreprises, ça a été un grand investissement. On a aussi la continuité de ce qu'on avait remarqué sur la partie multi-cloud, hybrid cloud, donc la partie répartition des ressources entre de l'IT dans le cloud public, l'IT dans le cloud privé, de l'hybridation avec des ressources locales, du edge qui vient se mettre de plus en plus, c'est-à-dire des ressources au plus près des usines, des sites de production qui doivent pouvoir être connectés, déconnectés et remonter de la formation. Et puis on a un autre domaine qui a cru aussi de façon assez importante chez nous, ça a été la partie data analytics. C'est-à-dire que tout le monde a voulu dans cette période de crise et de Covid mieux gérer sa relation client et s'est appuyé énormément sur le digital, donc sur sa donnée, pour pouvoir faire aujourd'hui de la prédiction de vente, de la prédiction de commande, de la prédiction de stock, de la prédiction d'agenda, de la prédiction de tout ce que vous pouvez imaginer. Ça, c'est la dernière activité lancée, c'est ça? Alors c'est une activité qui existe depuis 2015, puisqu'on faisait déjà dans la partie data analytics, on va avoir 3 grands domaines que l'on couvre. La partie data warehouse, qui était une acquisition qui avait été faite avec la société Apex en 2019, qui elle va permettre de consolider les données de base de données, qui va s'ajouter dessus la partie HPC, High Performance Computing, ça c'est le calcul sur les données pour faire de la recherche en médicaments, de la recherche sur le Covid, mais aussi de la recherche sur des fonds sous-marins pour des forages, mais aussi de la recherche météo, etc., qui, elle, a beaucoup grossi puisque c'est une activité qui en plus embarque tout ce qu'on appelle le deep learning. C'est-à-dire, dans cette période, on a voulu digitaliser la relation client, on a voulu s'appuyer sur des intelligences artificielles, dans des algorithmes. Pour ça, il y a plein de gens qu'on a créés, qui ont besoin de les éduquer. Le deep learning, c'est le principe de dire j'éduque à reconnaître une image de chat. Et il faut des milliards d'images de chat. Et ça, c'est du calcul aussi. Et puis la dernière activité qui regroupe la partie plutôt industrielle de l'IA, qui est réellement de l'IA machine learning, qui va nous permettre, nous, de nous appuyer sur un savoir-faire de prédiction pour faire, par exemple, de la maintenance prédictive dans les entreprises Actemium du groupe Vinci Énergie et qui permettent de concevoir, d'anticiper les pannes, de faire du prescriptif, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'une chaîne de production ne s'arrête jamais, par exemple. Vos partenaires, là, peut-être dans ce contexte, data Oui. analytics ou sur Oui, les des autres nouveaux partenaires, activités? les partenaires habituels sur la partie base de données et data warehouse, les Oracle, les IBM, les Microsoft, etc. Mais aussi à l'autre bout de la chaîne, des partenaires sur la partie intelligence artificielle dont on parle, Data Robot, Data IQ, des gens qui sont assez nouveaux dont on parle pas mal. Et puis on sait que le domaine du Data Warehouse est devenu à la fois très cloud et très local, et donc là aussi avec de nouveaux partenaires.
Quels sont vos enjeux alors pour les prochains mois? Alors, notre enjeu, qui est un enjeu qu'on a commencé il y a déjà quelques années, mais c'est un enjeu de verticaliser nos offres. Donc, on a fait des offres sur l'industrie, parce qu'on fait une centaine de millions d'euros sur l'industrie. Et là, on a des offres très adaptées à l'industrie. La cyber, par exemple, dans l'industrie, c'est une cyber qui est OT, IoT et OT. Et elle est vraiment différente que celle que vous allez dans la santé. Donc, c'est très important pour nous de verticaliser nos offres. Et c'est un des exemples, mais dans le data analytics, dans le digital workspace, dans tout, le vertical devient chez nous l'enjeu le plus important. Un mot sur les approvisionnements alors. Ouais, alors on sent des pressions, hein, on sent des pressions chez Cisco, chez Palo Alto, chez Riverbed, chez HP, chez Dell, chez tout le monde. C'est plus ou moins marqué suivant ce qu'il y a. Aujourd'hui, ça ne nous empêche pas de faire des projets à 3 mois, mais on commence à avoir des choses où on a des risques qui montent. Je pense que la fin d'année va être un peu difficile dans l'atterrissage. Merci beaucoup Yves. De rien, au plaisir. Merci. C'est parti. Là, je reçois Sacha Lassiri, directeur général du pôle expertise de Septéo. Absolument. Bonjour Johan. Bonjour Sacha. Alors, qui est Septéo? Rappelez-nous, c'est un éditeur, c'est un groupe. Oui, absolument. Alors Septéo, c'est un groupe français. Plus près. Alors Septéo, c'est donc un groupe éditeur de solutions logicielles, principalement pour les marchés du droit. Avocats, notaires, direction juridique et du secteur immobilier également. Et puis c'est aussi un opérateur de services numériques et d'infrastructures. Hébergement cloud, data center, cybersécurité et également solutions logicielles pour le monitoring et la supervision des infrastructures. On est à peu près aujourd'hui 1800 collaborateurs et c'est plus de 200 millions de chiffre d'affaires en 2021. Alors une très grosse actualité avec de nombreuses opérations de croissance externe et une croissance organique supérieure à 20% cette année. Oui, absolument. Septéo a une double ambition. D'abord, maintenir un taux de croissance organique supérieur à 20%, ce qui sera largement le cas en 2021, mais également d'être présent et assez agressif sur le marché des acquisitions en croissance externe, avec des acquisitions dans le secteur des logiciels, dans le secteur des infrastructures, dans le secteur des télécoms et de la cybersécurité. On fera plus ou moins 5 ou 6 opérations cette année. Alors, on peut peut-être rappeler les dernières opérations. Quelles ont été les opérations marquantes de ces derniers mois? Bien sûr. Alors, ces derniers mois, on a eu 2 types d'acquisitions marquantes. La première, c'est qu'on a fait un pas dans le secteur des télécoms, des infrastructures cloud, hébergement, avec l'acquisition d'ApplyWave, qui est d'ailleurs présente
sur le salon IT Partner Oui. pendant ces 2 jours. On voit à l'entrée. Absolument. Oui, on voit une grande bâche à l'entrée, on ne peut pas la rater. Et puis, on a fait aussi beaucoup d'acquisitions dans le secteur des logiciels, notamment dans le secteur immobilier. Ce matin a été annoncée l'acquisition de Neti, une société qui est éditeur de logiciels dans le secteur immobilier, et dernièrement également des sociétés comme Modelo ou Kinaxia. Alors effectivement, ces dernières acquisitions vous fait entrer dans le top 15 éditeurs français. Oui, absolument. On joue vraiment en première ligue désormais avec le groupe Septéo, dans les 15 premiers éditeurs, dans le dernier classement Truffle 100. Donc un groupe encore méconnu, mais qui lentement mais sûrement qui progresse. Alors la chose intéressante et qui justifie votre présence ici, c'est l'accélération de la vente indirecte. Alors, effectivement, historiquement, c'était plutôt direct. Alors voilà, qu'est-ce qui change et pourquoi l'indirect? Oui, absolument. Je crois que de toute façon, il y a une tendance lourde sur le marché de l'informatique. On sait parfaitement que ce qui importe pour les clients finaux, c'est la proximité, la réactivité de leurs partenaires. Septéo l'a bien compris et a investi assez massivement. On a 2 exposants qui représentent le groupe aujourd'hui, Oui. qui sont dédiés à 100% dans la vente indirecte. Je dis bien à 100%. Donc RG System, qui est oui. éditeur de logiciels, Que vous et venez donc de racheter. HappyWave. Oui, absolument. Alors RG System était déjà dans le groupe, D'accord. et HappyWave qu'on a racheté il y a déjà quelques mois. D'accord. Rappelez-moi, alors HappyWave, son métier Alors c'est très simple. HappyWave a en fait 2 métiers principaux, enfin 3 métiers. D'abord hébergeur cloud, on a 27 data centers en France. Et puis ensuite on a une activité assez spécifique puisqu'on tire nous-mêmes notre fibre optique en propre. Donc on est opérateur de fibre optique et de liens internet. Oui. Et puis également, bien sûr, on est éditeur, opérateur, intégrateur sur les solutions de voix sur IP. Voilà. Alors, le recrutement qui se pose pour tout le monde, vous êtes particulièrement concerné puisque vous avez de gros besoins. J'ai le chiffre de 400 embauches prévues cette année. Alors, comment vous faites? Est-ce que vous êtes en difficulté comme la plupart de vos confrères? Alors, je dirais que ce n'est pas une difficulté, mais c'est un enjeu. Pour Septéo comme pour les autres acteurs de l'IT. C'est vrai que quand on recrute 400, voire sans doute 500 collaborateurs cette année, tout le monde met la main à la pâte, les services RH, mais pas seulement, les opérationnels, les directeurs généraux, comme les collaborateurs. Donc c'est vraiment un enjeu, oui. Quelques trucs, est-ce que vous, pour recruter, comment vous faites? Alors on n'a pas de recette miracle, et si j'en avais, je les garderais précieusement pour nous. Mais je crois on s'est engagé récemment dans une démarche de labellisation Great Place to Work. Tout simplement que les collaborateurs se sentent bien, se sentent accueillis, aient envie de se développer. On fait beaucoup d'actions sur la mobilité interne, la promotion interne. Comme on est en croissance, il y a énormément d'opportunités. Et on fait aussi beaucoup de cooptation. Donc une grosse partie de nos recrutements sont faits par cooptation. Alors vous serez combien dans un an? Alors dans un an, je ne saurais pas le dire, mais on aura franchi largement le seuil des 2000 collaborateurs, c'est certain, à la fin de l'année. Et en fonction du planning des croissances externes et des acquisitions, je pense qu'on est en route pour les 3000 collaborateurs. Alors vous êtes soutenu par un fonds ou comment ça se passe? Oui, absolument. Les actionnaires fondateurs sont toujours bien sûr au capital du groupe Septéo. Mais pour accélérer notre croissance, on avait aussi besoin de moyens financiers et technologiques. Et AG Capital a pris une participation très importante dans le groupe Septéo à la fin de l'année 2020. Alors vos enjeux pour les prochains mois, ça va être la R&D déjà. Oui, c'est une grosse partie parce que l'ADN du groupe Septéo, c'est quand même éditeur de logiciels. Qui dit édition de logiciels dit effectivement recherche et développement, innovation. Et donc c'est une très très grosse partie du chiffre d'affaires du groupe Septéo, bien sûr. Et puis des investissements en infrastructure. Oui, parce qu'on va accompagner la croissance phénoménale d'HappyWave, qui est d'ailleurs encore une fois sur le stand, on est à plus de 60% de croissance organique sur cette entreprise. Donc on va investir massivement dans le réseau de fibre optique. On va étendre notre réseau de POP et de data center en France pour avoir une couverture régionale tout simplement qui satisfasse les partenaires et notre réseau en direct. Parfait, merci beaucoup Sacha. Merci, bonne journée. Au revoir. Merci. Like the sunshine, change your heart. Look around you.
Bonjour Dave Lecomte. Bonjour. Vous êtes le président de Vous Facilitez l'IT. Alors, on va peut-être rappeler qui est Vous Facilitez l'IT. Alors, Vous Facilitez l'IT, ou l'acronyme VFLIT, représente un groupe de petites entreprises regroupées justement par rapport à leur spécificité métier pour offrir une offre complète autour du système d'information et de communication pour les organisations, on va dire SMB, PME. Alors, vous êtes où? Alors, nous occupons 3 régions, Bretagne, Pays de Loire et également la région Centre-Val de Loire. Combien vous êtes? Nous sommes 240 collaborateurs répartis sur 12 sites. Ça augmente vite? Alors ça augmente vite, oui, puisque nous avons 5% de création nette d'emplois pour cette année, et non, parce qu'on est encore en recherche de beaucoup de collaborateurs. On aimerait pouvoir recruter davantage, et c'est déjà un de nos enjeux, mais ça va continuer à l'être au moins pour 2022. Alors, quelles sont les activités qui tirent aujourd'hui votre croissance? Alors, on est en croissance sur l'ensemble des 4 grands métiers que l'on représente, hein, l'intégration des logiciels de gestion, la sûreté, notamment des bâtiments avec l'alarme, la vidéosurveillance et le contrôle d'accès, l'infrastructure informatique, l'IT en local ou en hébergé, et les télécoms avec l'offre opérateur et téléphonie. Dans ces métiers, on a des répartitions de croissance qui sont un petit peu différentes. Clairement, sur 2021, ce sont les activités d'infogérance qui vont tirer la croissance du groupe, pour lequel on espère pouvoir... on sait déjà qu'on va pouvoir afficher des croissances à 2 chiffres, en tout cas pour 2021. Parmi les activités que vous avez citées, il y en a qui sont récentes dans le groupe? Oui, les activités, le métier qui était le moins connu, c'était le métier de la sûreté, hein, le contrôle d'accès, la vidéoprotection, et la vidéoprotection urbaine en particulier, qui était un savoir-faire spécifique sur une de nos plus importantes entités, qui est CTV, qui est basée en Vendée, et qui était un métier nouveau, mais en même temps dans la continuité de la stratégie, puisque toutes les technologies autour des métiers de la sûreté sont construites aujourd'hui sur de l'IP, et c'est un des axes de convergence du rapprochement de ces différentes entreprises. Alors, il y a peut-être un projet marquant ou un succès que vous pourriez développer? Alors, peut-être le premier des succès, c'est la capacité à recruter. On a fait beaucoup d'efforts sur notre politique marque employeur, beaucoup d'efforts en termes de temps, en termes d'énergie, en termes de budget. Nos collaborateurs sont le socle de notre réussite et de nos savoir-faire. Et on aura fait, donc, comme je le disais tout à l'heure, 5% de création nette d'emplois sur 2021, à minima. Et on a intégré 18 personnes là, depuis la rentrée, depuis fin août. 18 personnes, dont des alternants? Oui, on avait déjà une politique d'alternance assez prononcée. Faute de compétences disponibles sur le marché, on crée la ressource. C'est un schéma qu'on aime bien, que l'on développe depuis de nombreuses années, mais qui s'est accéléré. Ça marche, hein, on arrive à retenir à peu près 60% des alternants à travers un CDI qui suit leur apprentissage. Des alternants de niveau Bac plus... Bac plus 2, Bac plus 5. D'accord. Alors, on va peut-être parler des difficultés de la profession du moment. On a parlé recrutement et les approvisionnements. Est-ce que ça a un impact sur votre activité? Alors, les approvisionnements ont un impact évident sur quasiment tous les métiers. Alors, un peu moins sur les briques logicielles. C'est beaucoup plus facile d'approvisionner du soft, bien entendu. Oui, c'est le matériel. Mais c'est sur le matériel. Et là-dessus, les métiers de l'infogérance, les métiers de la sûreté ou les métiers des télécoms ont tous été impactés. Alors c'est vite pénalisant pour des structures comme nous, où le rythme d'intégration, de production de nos projets est un élément clé de la réussite sur un exercice. Vous perdez des affaires ou en tout cas du business, du chiffre? On a beaucoup d'impact sur la qualité et le rythme de production. On n'a pas perdu d'affaires à proprement dit, mais ça crée de la déstructuration dans le planning de production, et ça c'est impactant pour des structures comme les nôtres. Quand on est une PME, on a besoin d'être assez en flux tendu. Alors, est-ce que vous avez fait rentrer des expertises, des nouveaux partenaires? Alors, on a d'ores et déjà effectivement des nouveaux partenaires pour cette fin d'année qui sont essentiellement construits autour de notre offre de cybersécurité, sur lequel on a accéléré nos positions. On va ouvrir notre SOC, notre centre de contrôle de sécurité, en début 2022.
avec une équipe assez fournie en termes d'experts en cybersécurité. Combien de personnes? On va avoir 7 personnes dédiées à l'équipe, avec une offre qui veut être mutualisée pour permettre justement aux PME d'accéder à ce type de services qui sont en général assez coûteux. Oui. Et là-dessus, c'est pas tant la taille de l'entreprise qui génère le besoin, mais plutôt la relation à l'informatique. Et on a bien vu qu'avec la Covid, la prise de conscience autour de la criticité du système d'information, même dans une PME, est un enjeu crucial. Alors, on va peut-être parler de vos enjeux pour 2022, de croissance externe. Alors oui, l'enjeu de croissance externe, l'enjeu de la réussite de l'accélération sur nos offres cyber, mais aussi effectivement de croissance externe, et je dirais même de lier notre croissance organique avec notre croissance externe. C'est une démarche de croissance que l'on a opérée depuis de nombreuses années maintenant et que l'on souhaite poursuivre. Le marché se densifie et on souhaite être un acteur de ces schémas de densification. Vous avez des dossiers en cours? On a quelques dossiers en cours et on recherche des dossiers. J'invite tous les prestataires IT qui le souhaiteraient à prendre contact avec moi pour un échange autour de ces sujets. Merci beaucoup, Dave Lecomte. Merci, Johan. Bon salon. Au revoir. Merci. Change your heart. Look around you. Like the sunshine, change your heart. I need your loving. Look around you. Like the sunshine, change your heart. I need your loving. Look around you. Like the sunshine, change your heart. Look around you. Change your heart. Look around you. Like the sunshine, change your heart. I need your loving. Look around you. Like the sunshine, change your heart. Look around you. Like the sunshine. Bonjour Jonathan Amar, vous êtes Bonjour. le président de Deletech. Oui. Qui est Deletech? Alors, qui est Deletech Deletech aujourd'hui se définit comme un opérateur cloud et télécom, et se définit ici aussi et surtout comme une ESN, donc une entreprise de services numériques. À savoir qu'on a en gros deux grosses activités. Une activité donc d'hébergeur avec bien évidemment tout ce qui est Managed Service Provider. Et dans cette activité d'opérateur, hébergeur, Managed Service Provider, on a une activité aussi qui se développe beaucoup par rapport aux expertises, à l'expertise en virtualisation, stockage, sauvegarde, réseau et sécurité. Donc globalement sur ce pôle-là, on vend du matériel, on vend des logiciels, on peut les intégrer, on peut les mettre chez nous dans nos data centers, on peut les mettre chez le client on-premise, on peut faire de l'infogérance, etc. Ou bien on peut aussi être un opérateur cloud classique et tout mettre chez nous,
soit le matériel du client, soit sur du matériel en fait Deletec qui sera mutualisé sur plusieurs clients. En ce sens, on est ISO 27001, on est hébergeur de données de santé, donc on attaque des secteurs d'activité qui sont en général assez verticaux comme la santé, l'industrie. On a aussi pas mal de clients dans le domaine de l'éducation et surtout de l'éducation privée, donc des collèges, lycées privés, dans le monde du sport, dans le monde du fitness et puis aussi dans le public, voilà, et le parapublic. Ça, c'est la partie opérateur. Et puis l'autre partie qui est une partie plus générale et plus ESN que l'on considère comme de l'assistance technique ou de la délégation de personnel. On a toute cette partie-là où on a plutôt des gros clients et des gros marchés, donc sur a priori tous les secteurs d'activité et surtout tous les profils de type ingénieur, architecte, PMO, chefferie de projet, AMOA, etc. Donc métier, compagnie. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'on a vraiment deux activités distinctes qui se complètent bien mais qui ne se chevauchent pas et qui de temps en temps font des bridges au niveau humain et au niveau ressources humaines entre les deux. Et c'est très intéressant de voir effectivement les évolutions de carrière là-dessus. Vous êtes combien ? Alors, sur la partie française, on est aujourd'hui 140. Voilà, avec une grande majorité sur l'assistance technique et une équipe d'à peu près 45 personnes sur la partie opérateur cloud. Sur la partie opérateur cloud, télécom et expertise. Pour un chiffre d'affaires de ? Pour un chiffre d'affaires qui avoisine les 20 millions. 20 millions. Alors, quelle a été la dynamique de croissance sur la dernière année ? La dynamique de croissance, pardon. Sur la dernière année, la croissance interne. Écoutez, on est en croissance depuis plusieurs années, d'accord. Donc ça fait maintenant une dizaine d'années qu'on est en croissance. On existe depuis 20 ans, hein, d'accord. On a toujours été plus ou moins en croissance. Et puis depuis 10 ans, on est vraiment en croissance tout le temps. Et la dynamique de croissance sur l'année Covid, en quelque sorte, c'est ça votre question ? Et sur les mois qui ont suivi l'année Covid. Alors, sur la première sur partie l'année de l'année. 2020, on a une croissance assez intéressante puisqu'on a une croissance d'un peu plus de 20%. Combien ? 20%. 20 ? Donc c'est plutôt une belle croissance par rapport à ce qui s'est passé. Oui. Et puis sur l'année 2021, on est sur une dynamique de croissance et une perspective de croissance qui est à peu près de l'ordre de 25%. Très bien. Et alors la régie, pas du tout touchée ? Pas. Alors, si, elle a été touchée au départ. Oui. Dans les premiers mois du confinement, avec pas mal d'incertitudes et surtout pas mal de changements par rapport à nos clients finaux qui nous demandaient un peu d'assouplir un peu les conditions de la régie. Oui. Et ça a repris très vite avant l'été. Avant l'été 2020, j'entends. Et depuis, on n'a pas arrêté de croître sur cette activité-là. Et bien évidemment, vous savez comme moi que ce sont des métiers en tension et qu'attirer les talents aujourd'hui devient la principale difficulté. Et aujourd'hui, on a beaucoup de demandes et on se bat pour avoir les bonnes personnes chez nous et donc attirer les talents. Il y a une réalisation dont vous êtes fier là sur les derniers mois ? Alors, la réalisation dont on est fier surtout, c'est qu'on a réussi déjà à avoir cette certification ISO 27001 sécurité. C'est récent ? C'est récent. C'est cette année. C'est cette année. Et aussi la certification et l'agrément donc, en tant qu'hébergeur de données de santé. Donc ça, c'est vraiment deux réalisations majeures qui vont faire effectivement jumper et booster le groupe, d'une part. Et puis d'autre part, c'est effectivement toujours pareil, la structuration, l'automatisation de nos process. L'automatisation de process et puis tout l'aspect outillage qu'on a pu mettre en place pour de plus en plus faire en sorte que on fasse des choses de la manière la plus focalisée possible, la plus structurée possible et la plus experte possible, en restant bien évidemment humain et à taille humaine. Très important pour nous. Quels sont vos prochains chantiers ? Alors, on a toujours des chantiers, oui. On n'en a pas. Je pourrais rester 2 heures avec vous à vous expliquer nos chantiers, donc je ne sais pas ce que je vais faire. Ce que je peux vous dire, c'est que, grosso modo, on a 2 grands pôles, comme vous l'avez bien compris. On a un chantier de croissance très forte sur la partie assistance technique régie, où là, on structure de plus en plus, on prend de plus en plus de commerciaux et de recruteurs, et on met en place une politique de marque employeur très forte, de manière à réellement avoir une attractivité forte par rapport à nos collaborateurs et nos futurs collaborateurs. Ça, c'est un chantier quand même assez important et qui prend du temps. Un autre chantier qui est important, c'est le chantier RSE,
Donc on continue dans la compliance, on est RGPD, on est ISO 27001, on est HDS, mais aussi aujourd'hui on veut continuer sur ce côté responsabilité de l'entreprise et sérieux de l'entreprise avec le côté social et environnemental. Et enfin, bien évidemment, un chantier de développer l'aspect data center. Donc on est en colocation chez Equinix, on a plusieurs salles chez Equinix, sur Paris et sur New York. Oui, parce que et vous êtes aujourd'hui, parisien. on va continuer à développer notre présence en data center et à développer effectivement la présence de nos clients en ajoutant à ce côté-là un aspect multi-cloud pour satisfaire la demande de nos clients. Voilà. Merci beaucoup, Jonathan. Merci, monsieur Armand. Merci, Joanne. Je vous souhaite une bonne continuation. Bonne journée.